Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à cette autre édition de Droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des faits d'actualité parus dans la presse tout au long de la semaine. Et puis justement, parlant de faits d'actualité sur le plan national, il y a notamment eu la marche du SDF, cette marche qui a longuement quand même été évoquée par les journaux camerounais, le SDF qui, en quelques heures seulement, est passé d'une autorisation à une interdiction. La journée d'hier aura été particulièrement mouvementée et même sur le plan émotionnel, riche en émotions justement, à la fois pour les autorités administratives que pour les leaders de la manifestation. Des barricades ont été apposées dans certains grands carrefours de la ville et au finish, la ville a été fortement militarisée, les forces de sécurité un tout petit peu partout, avec pour objectif principal d'empêcher la marche. Et puis, autre sujet, autre actualité, cette fois-là, nous sommes à Yaoundé avec la sortie en début de semaine, de Maître Akeremouna, candidat à la présidentielle de 2018, sorti quand même au cours d'un point de presse qu'il a donné à son domicile à Yaoundé, point de presse au cours duquel il va notamment faire de grandes et de grosses révélations sur les présidentielles de 1992. On apprendra notamment que le SDF avait été vainqueur de ces élections-là, mais malheureusement, sous le plan de nombreuses manipulations, le président Biya sera finalement le vainqueur officiel. Et puis, on abordera aussi tout au long de cette édition de Droit de réponse l'actualité internationale, notamment en faisant un tour sur ce qui se passe au Togo et bien sûr au Kenya où on pourrait dire qu'on assiste à de montées de violence. Voilà, mesdames et messieurs, le sommaire de cette édition de Droit de réponse. Je vous propose à présent d'accueillir sur ce plateau quelqu'un qui fait partie des meubles. Il s'appelle Valon Dongo et il est justement chargé de la revue de la presse dans cette édition. Bienvenue Flavien. Bonjour Kédiara, bonjour à tous et bienvenue à nos invités. Alors vous êtes chargé de nous faire la revue des différentes actualités qui sont parues dans la presse cette semaine. Très bien, alors nous commençons par les sujets puisqu'il y a 2 et peut-être 3 en tout cas pour cette édition de Droit de réponse. Nous commençons par l'interdiction de la marche, ce que la presse a pu dire en résumé à propos de cette interdiction de la marche du Social-Démocratie Front à Douala. Le quotidien Le Jour fait savoir que le sous-préfet de Douala 1er reproche donc à Jean-Michel Nitieux le fait de n'avoir pas respecté l'objet initial de la manifestation. Pour le quotidien, l'initiateur de la marche avait donc d'autres visées, raison pour laquelle l'autorité administrative qui avait déjà autorisé la manifestation est revenu sur sa décision, cette fois à travers un communiqué pour émergence. Ce revirement des situations de l'autorité administrative a donné donc lieu à un bras de fer entre le Social-Démocratie Front et le sous-préfet de Douala 1er, précise donc émergence. Le journal fait savoir que la première décision était donc plutôt un fait inattendu, le fait d'avoir autorisé la marche du Social-Démocratie Front. Le quotidien Le Messager de se demander donc si le sous-préfet de Douala 1er a agi selon la loi ou alors sa propre volonté. Comme élément de réponse, le rédacteur de l'article souligne que Jean-Marie Tchakui n'a que exécuté l'ordre qui venait donc d'en haut. La nouvelle expression dans l'une de ses apparitions également cette semaine a donc révélé que le meeting du Social-Démocratie Front annoncé fait paniquer Yaoundé. Selon le rédacteur de l'article, avant l'interdiction même de la marche, une équipe de la DGRE a rendu visite à l'initiateur de la marche qui n'est autre que l'honorable Jean-Michel Nitieux. Ces autorités tentaient-ils donc d'intimider l'organisateur de la marche? C'est juste une question. Dans la mouvance de cette marche notamment, d'autres formations politiques et même la société civile ont manifesté également leur solidarité envers le Social-Démocratie Front qui entendait marcher à la mémoire donc des victimes de la crise anglophone. Voilà du moins ce que la presse a pu dire en tout cas concernant le premier sujet qui est donc en débat au cours de cette édition de Droit de réponse. Voyez-vous, le second sujet concerne également la sortie de Maître Akeremouna, vous l'avez annoncé, qui a rappelé simplement ce qu'on sait que Nidjon Frondi avait gagné les élections en 1992, mutation qui s'est donc intéressée à Maître Akeremouna cette semaine, donc après sa sortie, a mis donc à la une que face à la presse, l'ancien bâtonnier a démontré que Frondi avait gagné les élections en 1992. Pour lui, la machine du RDPC a simplement réussi à broyer les pistes pour mutation également. Le candidat déclaré pour la présidentielle 2018 a laissé dire qu'il attendait simplement ce moment pour déclarer ce qu'il sait de la politique camerounaise et surtout du fonctionnement des élections au Cameroun. Pour le quotidien Le Messager, Maître Akeremouna estime qu'en décriant donc ce que le peuple camerounais sait déjà,
sur la question du code électoral qui ne rassure pas. Il peut gagner l'estime des populations, notamment les militants du Social Democratic Front. Le journal va plus loin et en présentant d'ailleurs Maître Akerimuna comme étant un mauvais ami du régime qui l'a tant servi et aujourd'hui dénonce la malgouvernance, d'où le titre donc des confidences de Maître Akerimuna, la une du quotidien Le Messager. Pour l'œil du Sahel, également, l'homme qui est donc âgé de 65 ans aujourd'hui ne veut donc pas lâcher prise, malgré notamment ces multiples difficultés révélées donc par ces derniers. Il est simplement question qu'il continue à frapper. Et là, il s'est rendu dans le Septentrion. Là-bas, il a essayé de convaincre en tout cas des populations, même si on présente le Septentrion comme étant le bastion du RDPC dans la presse, dans l'œil du Sahel, et pour tenter notamment de convaincre ces derniers, il a fait des propositions et présenté aussi son cahier de charges, ce qu'il entend faire pour le Cameroun. Voilà du moins ce que la presse a prévu donc pour ces deux sujets. Et en même temps, j'imagine que vous parlerez également du Kenya et bien sûr du Togo avec ces regains de violence que l'on observe dans ces pays. Eh ben, merci à vous, Flavien, de nous avoir donné la quintessence des informations qui sont parues dans la presse cette semaine. On va vous remercier. On pourra vous retrouver dès lundi sur les antennes d'Equinox Télévision, déjà premièrement à cadence matinale pour la revue de la presse et ensuite dans la revue des grandes unes. Merci à vous d'être passé. Bon week-end à vous. À présent, mesdames et messieurs, nous allons vous dévoiler le panel qui fera cette émission, cette autre édition de Droit de réponse. Je vais commencer par vous présenter quelqu'un qui lui également fait partie des meubles. Il est consultant pour ce programme, mais il est également journaliste à la Nouvelle Expression chargé de la politique étrangère. Vous l'avez deviné. Il s'agit d'Edmond Kamkia. Bienvenue Edmond, bonjour. Bienvenue Kedia à cette émission. Merci. Je salue tous les copanélistes, je salue tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. J'ai encore un mot comme ça, une pensée pieuse, n'est-ce pas, pour toutes les familles, pour toutes les personnes qui ont perdu un de leurs proches lors de l'accident ferroviaire des Zeka, parce que hier c'était le premier anniversaire de cet événement-là. D'accord, merci Edmond pour ce rappel mémoire. On va également procéder à une autre présentation et cette fois-là nous sommes à ma gauche. J'introduis Monsieur Sambaka qui est vice-président de l'UDC. Bienvenue monsieur, bonjour. Bonjour Kedia, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox. Moi je vais dans le devoir de mémoire, j'évoquerai le décès du professeur Kangé Ouane, qu'on connaît comme un historien et tout, un homme politique. Et je dois dire que la place que j'occupe aujourd'hui à l'UDC, il l'a occupée, c'est lui qui m'a tenu la main, il a été un encadreur pour moi. Et je pense qu'avec le professeur Kangé qui s'en va, il a fait des travaux avec le professeur Koumandou Batroa pour les devoirs de mémoire de notre pays, on en a besoin. Je pense qu'il y aura des successeurs. Merci également à vous pour cet autre rappel mémoire d'un autre genre. On va procéder, oui, je le répète, à la troisième présentation donc de cette édition. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'accueillir Emmanuel Atangana, qui est rédacteur en chef adjoint de la CIA TV au poste national. Il est également enseignant de journalisme. Bienvenue à vous, monsieur. Bonjour. Bonjour Kedia, bonjour aux téléspectateurs de Equinox Télévision. Merci pour l'honneur et l'amitié de l'invitation. Bonjour aux co-panélistes, les amis que j'aime bien, Jean-Robert Wafou, le président Sambaka et mon éminent confrère Edmond Kamgia. Je suis très heureux de partager ce plateau avec eux. Merci. C'est un plaisir. Alors, il a dévoilé déjà notre dernier panéliste, mais on vous le rappelle tout de même, il s'agit de Jean-Robert Wafo, adjoint au maire de Douala 2e et puis ministre de la communication du Shadow Cabinet. Bonjour messieurs, monsieur, bienvenue. Bonjour Kédiga, bonjour à tous les panélistes. J'ai une pensée, n'est-ce pas, pour, comme Edmond l'a dit, pour les victimes des Zeka. C'est le premier anniversaire, n'est-ce pas, de ce drame qui est survenu du fait de la démission des pouvoirs publics en matière de transport. Et j'ai également une pensée pour tous ceux qui sont décédés, n'est-ce pas, le 1er octobre dernier, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, du fait de la barbarie innommable, n'est-ce pas, de ce régime qui nous gouverne, ce régime suranné. Voilà.
Justement, on entre en plein dans les sujets qui nous concernent ce matin. Le tout premier, on vous l'a précisé à l'entame de cette émission, est la marche du SDF. Justement, on parle ce jour des raisons de cette interdiction. On va commencer par vous rappeler la chronologie de l'actualité telle que suivie tout au long de ces 2 dernières semaines. On commence bien évidemment le 6 octobre lorsque Jean-Michel Nintieux, le président régional du SDF pour le littoral, dépose dans les services du sous-préfet de Douala-Premier la déclaration d'une manifestation publique comprenant un meeting ayant pour objet d'exprimer la solidarité du SDF aux populations du nord-ouest et du sud-ouest, un meeting qui devrait être suivi d'une marche à partir de 13h. Et puis le 11 octobre, il est convoqué Jean-Michel Nintieux chez le préfet du Vaury, Joseph Bertrand Maché, et il trouve notamment le sous-préfet et ensemble ils discutent pendant longtemps sur les mobiles de la manifestation. Au terme de cette réunion-là, l'itinéraire de la marche se verra changer. Le 12 octobre, on lui délivre un récépissé de dépôt de déclaration, ce qui n'était pas arrivé depuis une vingtaine d'années. En ce moment, la presse va s'enflammer. Et puis le 12 octobre, le directeur général de la recherche extérieure, Maxime Eko, parti de Yaoundé, va atterrir dans les bureaux du député SDF cette fois-là pour l'inviter à le suivre chez le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivahadiboua. Ils auront une séance de travail toujours au sujet de la manifestation. Alors je vous introduis, vous, Monsieur Wafo, avec la première question. Que s'est-il réellement passé hier dans la ville de Douala? Non, oui, c'est parce que la ville de Douala a été pratiquement bouclée par la soldatesque. Bon voilà, manifestement ils ont reçu des instructions, n'est-ce pas, de Yaoundé, de ceux qui sont là-bas à Yaoundé. Et bien évidemment, les populations ne pouvaient pas circuler. Nous étions là le matin. Nous croyons que nous devions manifester, puisque nous avions dit que nous n'allons pas observer, c'est-à-dire respecter cette interdiction délivrée par le sous-préfet. Et bon voilà, pendant que nous nous organisions, l'honorable Jean-Michel Nintieux, qui est député de la nation, je précise bien député de la nation, parce qu'il jouit d'une immunité parlementaire, pendant qu'il se rendait, n'est-ce pas, au lieu de la manifestation, il a été encerclé par des centaines de policiers et de gendarmes. À la douche municipale. À la douche municipale, il a été encerclé. Il a demandé qu'on lui donne, qu'on lui présente un papier qui permet à ce qu'il soit amené. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de papier. L'honorable Jean-Michel Nintieux a résisté, je dis bien résisté, durant près d'1 heure. Il a été brutalisé. Je dis brutalisé, un député de la nation. Brutalisé ne soit pas les policiers et les gendarmes. Puis amené Manu Militari chez lui. Et on l'a donc amené par force chez lui. Et on a encerclé sa maison, au moins 200 policiers et gendarmes donc, qui ont encerclé sa maison. Voilà donc ce qui s'est passé hier. Et moi, je vais dire une chose. Puisque la déclaration vaut maintenant interdiction pour les partis politiques de l'opposition, nous n'allons plus déclarer nos marches. Et faites cette révélation ici. Nous allons plus faire des déclarations de manifestations publiques. Et je vais même plus loin. La pression que nous recevons de nos militants est énorme. Nos militants, je veux dire les prochains délégués au Congrès, vont déposer un amendement au Congrès pour qu'on supprime l'article 3 alinéa 2 de nos statuts. On va arriver aux conclusions tout à l'heure, Monsieur Wafo, si vous le permettez. Il y a une spécialité ou alors une case réservée aux conclusions. Ne vous en faites pas, vous aurez la possibilité d'aller jusqu'au bout de votre idée. On va donner la possibilité, cette fois-ci à Emmanuel Atangana, de revenir également sur cette marche-là. Alors dites-nous, une marche qui a été autorisée puis interdite, est-ce que finalement les membres des partis de l'opposition qui se sont rendus dans la rue hier n'ont pas bravé l'autorité? Il faut dire que ce qui s'est passé hier est tout simplement regrettable dans un pays de droit, dans un pays de démocratie, parce que le Cameroun en est un. Le SDF a respecté l'ordre républicain en déclarant sa manifestation, comme l'exige la loi de 90 sur les libertés publiques. Malheureusement, il s'est trouvé, c'est vous qui avez repris la chronologie sans faire mention de l'autre pan de cette chronologie des événements avant l'interdiction de monsieur le sous-préfet. Il s'est trouvé aussi dans cette chronologie-là que le sous-préfet disposait des éléments matériels qui l'autorisait cette fois-ci à interdire une manifestation qu'il avait au préalable
autorisées. C'est-à-dire les déclarations, comment dire ça? Le ministre du Shadow Cabinet lui-même vient de dire qu'il préfère faire cette déclaration de guerre. On ne fait pas une déclaration de guerre à une autorité administrative. Quand vous êtes dans un pays de démocratie comme le Cameroun, j'insiste en disant que le Cameroun est quand même un pays de droit et de démocratie. Il y a donc eu des déclarations incendiaires à travers les médias. Il y a eu d'autres partis politiques. Le SDF était en droit d'organiser légitimement sa manifestation. Mais d'autres partis politiques ont profité de la pluie pour pisser dans le torrent. D'autres acteurs de la société civile, d'autres acteurs prévaricateurs du chaos en ont profité pour s'introduire dans une manifestation légale, légitime du SDF. Monsieur le maire, votre manifestation était légale, mais il se trouve que malheureusement, le sous-préfet était en droit de l'interdire, vu les éléments de la chronologie, je viens d'ajouter. On ne serait pas arrivé là si les amis de mon ami Jean-Robert Wafou ne s'étaient pas introduits de paréfaction dans leur manifestation. Et ça fait partie du marketing politique du SDF qui consiste justement à provoquer l'administration. Ils en profitent pour envoyer les images, les photos à leurs amis des organisations internationales pour dire voilà le Cameroun de Paul Biya, c'est un Cameroun où il n'y a pas de démocratie. On interdit une marche d'un parti politique légalisé. On encercle un député de la nation. Il l'a dit. Le député lui-même, il le fait parce qu'il l'attend. Il attend, il sait que les forces de l'ordre... Mais est-ce que l'objet de la marche n'était pas légitime? Je l'ai dit, l'objet de la marche était légitime, mais il se trouve que cet objet a été fourvoyé, dévoyé 2 jours avant la marche. Merci à vous. On va vous introduire, vous, à présent, Monsieur Sambaka. On a vu tout au long de cette semaine la participation de nombreux partis politiques de l'opposition, le CPP, l'UPC Manidem, le Manidem également, le PURS, qui se sont ralliés au mouvement de la marche et du meeting du SDF pour finalement montrer aux autorités peut-être qu'elles avaient, eux également, la possibilité de se greffer à ce mouvement, vu que c'est pas facile qu'on leur accorde une autorisation à manifester. Voyez-vous, c'est pas seulement le SDF qui reçoit les interdictions de manifestation, c'est l'opposition camerounaise. Bon, dans le cas d'espèce, certains partis ont rallié, si vous voulez que j'emprunte ce terme, mais moi, je n'analyse pas la situation comme ça. Parce que en réalité, la demande de la marche répond à un besoin. Et ce besoin est partagé par beaucoup de Camerounais. Alors, ce qui se passe, c'est que l'administration a des lois qu'on a fait, qu'on a votées à l'Assemblée nationale, en mettant, n'est-ce pas, entre parenthèses, les possibilités que l'autorité administrative a. Donc ce sont essentiellement la discrétion, c'est-à-dire si le sous-préfet veut interdire une manifestation, il peut inventer tout ce qu'il veut, parce que la décision est discrétionnaire. C'est ce qu'on constate. Mais enfin, quand on regarde ce qui s'est passé hier à Douala, la première question qu'on se pose, c'est que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu manifestation? Parce que l'armada de soldats qu'il y avait à Douala hier pouvait permettre à n'importe qui de manifester pacifiquement et de ne pas avoir de débordements. Parce que ce qu'on a vu, qu'on a déployé hier à Douala, franchement, je ne vois pas comment est-ce que les gens pouvaient dériver. Selon vous, on a utilisé tout cet armada pour la mauvaise cause. Ils pouvaient tout simplement se contenter d'encadrer les marches. Bien sûr. Et c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que l'État a les moyens d'encadrer les marches. On l'a vu hier à Douala. C'est ce que moi je retiens de la journée d'hier. Donc, il me semble quand même difficile de penser qu'avec les réseaux sociaux et avec tout ce que nous recevons, qu'on dise que parce que quelqu'un a écrit quelque chose dans les réseaux sociaux, que c'est ça qui justifie l'interdiction. Et est-ce qu'on a oublié que celui qui déclare a un cahier de charges? Il a même certaines personnes, je crois il y a 3 personnes, qui prennent sur eux que s'il y a un problème,
ça les regarde et ils seront interpellés. Donc ils signent ça. Ça veut dire en d'autres termes que quand on s'engage à faire une marche pacifique, un parti politique, il s'entoure de tous les moyens pour que ces militants puissent cadrer. Si une tierce personne vient s'infiltrer, il doit les remettre à la disposition des autorités. Bon, je ne pense pas que cela s'est déroulé comme ça. Moi, je parle parce que je vois un Cameroun démocratique avec des institutions qui fonctionnent. Je vois un Cameroun où, demain, les militants du RDPC ne vont pas se cacher avec leur uniforme parce que les autres Camerounais leur en voudront qu'eux, ils peuvent défiler comme ils veulent et les autres pas. Voilà là où moi, je situe mon propos. Donc, franchement, je pense qu'il y a eu une forte démonstration hier dans la journée, que des manifestations peuvent être encadrées. D'accord. Edmond Kamkia, vous allez nous dire, vous, le regard que vous posez sur sur le fort déploiement hier dans la capitale des forces de sécurité. On tient à rappeler tout de même que Jean-Michel Nintu a signé des engagements auprès de l'autorité administrative et qu'il y a eu plusieurs séances de travail entre-temps qui se sont déroulées entre lui et cette autorité-là. Tout était fait pour que la marche se passe dans des conditions de sécurité les plus simples. Oui. Ça me permet de revenir sur le contenu de la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques. Cette loi, au niveau de l'article 4, précise ce qui doit figurer, n'est-ce pas, dans la déclaration, c'est-à-dire le nom, le prénom, le domicile de l'organisateur, le but de la réunion, la date, le lieu, ainsi de suite, et l'itinéraire. Et le même article, dans un autre alinéa, précise que l'autorité administrative, qui peut être le chef du district ou le sous-préfet, dans le cas d'espèce, c'est le territoire compétent, c'est celui du sous-préfet, délivre immédiatement le récépissé. Et c'est ce qui s'est passé. On lui a délivré un récépissé. Et c'est historique, parce que rarement on a vu ça depuis les années de Braise. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, on l'a vu pendant toute une semaine, le SDF a magnifié ce comportement-là. C'était comme une victoire. C'en était une. Et l'autorité administrative, je peux le dire ici, c'était également une victoire pour l'autorité administrative de l'avoir fait dans un état légal qui se prétend démocratique, de donner le récépissé, parce qu'on avait rarement vu ça. Maintenant, avançons. L'article 5 de la loi sur le régime des réunions et de manifestations publiques, pour le cas des réunions publiques, dit ceci: le bureau de l'organisation seul le bureau de l'organisation peut suspendre ou interdire la réunion. Mais le représentant de l'autorité administrative peut également y mettre fin en cas de débordement. Maintenant, en ce qui concerne la manifestation publique, puisque nous étions dans un cas précis de manifestation publique, puisqu'il devait avoir non seulement le meeting, mais la marche. Dans la marche c'est une manifestation publique. L'article 8 de la même loi que j'ai citée tantôt, la loi de 90/057 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques, précise, stipule que l'autorité administrative, lorsqu'elle constate que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, elle a deux possibilités. La première, c'est qu'elle peut assigner un changement de lieu ou d'itinéraire. Il me semble que dans les engagements que vous avez soulignés tantôt, ça a été fait, changement d'itinéraire. Le 11 octobre. Le 11 octobre. Oui. Il y a également la deuxième possibilité, qui a été prise également par l'autorité administrative, c'est-à-dire l'autorité administrative peut interdire. Cette fois, la loi dit interdit par arrêté et notifier immédiatement à l'organisateur et le notifier immédiatement. J'observe que Jean-Michel Nintu, si j'en crois ses propos, depuis, j'allais dire 48 heures, il dit qu'il n'a jamais été notifié. Parce que le texte dit l'interdiction doit se faire par arrêté. Et immédiatement, il faut le notifier. C'est l'article 8 de la loi. Jean-Michel Nintu a-t-il été notifié immédiatement le jour où la marche a été suspendue ou interdite? Ce jour-là, j'ai dit non. Je ne sais pas si, entre ce jour-là et samedi, il a été notifié. Dans tous les cas, la loi prévoit des délais. Il aurait dû être notifié immédiatement, c'est ce que dit la loi. Maintenant, pour terminer sur la loi, parce que c'est important pour développer, il faut savoir ce que dit la loi. Donc, après avoir donc fait le point un peu sur le régime des réunions, des manifestations publiques, parlons maintenant
d'une chose très importante. Je sors de l'article 8 pour dire que on a parlé d'un arrêté. Je n'ai jamais vu cet arrêté. Je n'ai jamais entendu parler de l'arrêté d'interdiction. Par contre, j'ai écouté et entendu dans les médias publics d'État un communiqué qui annonçait la suspension de cette marche-là. Pour commenter ce qui s'est passé hier, maintenant, j'observe, comme tout le monde ici, que dans tous les carrefours, il y avait des forces de police et de gendarmerie, il y avait des chars à eau, des chars à canon qui pouvaient jeter de l'eau ici. Et là, j'observe aussi que dans le territoire, dans le périmètre de la zone où le SDF était censé marcher, les véhicules ne pouvaient pas circuler, on ne pouvait pas entrer ou sortir. La ville a été complètement paralysée. La ville était paralysée. Les citoyens obligés d'aller à pied. Jean-Robert Wafou. Donc il y a eu, dans ce cas précis, j'allais dire une restriction des libertés publiques. D'accord. Et dans ce cas, pourquoi l'arrêté n'est jamais sorti? Jean-Robert Wafou, oui, vous avez la parole. Mais d'abord, je vais, à la suite d'Edmond qui a fait un brillant exposé, apporter certains éléments. La loi de 90 sur le régime des réunions et des manifestations publiques dit que quand vous faites une déclaration de manifestation, l'autorité délivre immédiatement. Oui. Or, l'honorable Jean-Michel Nitieux a fait la déclaration de manifestation publique. C'était le 6 octobre, il a déposé ça le 6 octobre, et ce n'est que le 12 octobre qu'on lui a donné. 6 jours plus tard. 6 jours plus tard. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est une violation flagrante de la loi. Et on lui a accordé un récépissé, on lui a délivré le récépissé, n'est-ce pas, d'autorisation de manifestation publique avec autorisation d'occupation de la voie publique. Ça, c'est le 12 octobre. Ça dit c'est 6 jours plus tard. C'est la première violation. Par la suite, il y a eu des réunions, parce que quand on lui délivre ça, l'honorable Jean-Michel Nitieux, comme vous avez dit, il a pris des engagements écrits. Il n'était même pas obligé de le faire. Parce que la loi demande seulement que vous indiquez l'objet, vous mettez les noms de ceux qui vont, donc 3 noms, oui. Qui vont répondre au cas où. Et bon voilà, la date, le lieu, ça a été fait, mais immédiatement on n'a pas délivré ces 6 jours après. Première chose. Deuxième chose, il y a eu des réunions. Il y a eu des réunions qui se sont tenues. Comme vous avez indiqué, le directeur général de la recherche extérieure est descendu dans les bureaux de l'honorable Jean-Michel Nitieux, et il lui a demandé qu'il remonte donc à Bonanjo pour tenir une réunion avec le gouverneur. Il n'était pas obligé. Mais il l'a fait pour montrer sa bonne foi. Et là-bas, il a encore pris des engagements devant le gouverneur. Il n'était pas obligé de le faire. Mais par souci, n'est-ce pas, de reste, donc par reste, pour montrer sa bonne foi et sa détermination républicaine, il a dit, ok, je le fais. Le matin, le vendredi, on apprend dans les réseaux sociaux qu'il y a un communiqué. On apprend qu'il y a un communiqué dans les réseaux sociaux. C'est impensable. C'est impensable. Qui interdit, et c'est lui dans le tam-tam, là où M. Emmanuel Atangana travaille, à la CRTV, aux 13h. C'est-à-dire qu'on lit carrément un communiqué aux 13h, depuis quand dans un pays, un communiqué vient effacer carrément un arrêté. Depuis quand? Mais est-ce que le SDF n'a pas poussé l'autorité à prendre cette décision-là? Comment ça? Bon, vous avez dit tantôt. En alliant à la marche d'autres partis politiques de l'opposition. Écoutez, quand le RDPC organise ses marches, par exemple, leur marche, leur meeting suivi d'une marche qui s'est tenue le 1er octobre, il y avait les partis de leur minorité présidentielle. Ces partis-là étaient là-bas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas interdit? Pourquoi? Et puis de deux, l'administration écrite, ça ne se gère pas dans les réseaux sociaux. Si quelqu'un inscrit dans les réseaux sociaux que le président de la République est décédé, est-ce qu'on va organiser la passation de services parce qu'on a lu dans les réseaux sociaux que le président de la République est donc organisé? Est-ce qu'on va constater la vacance? Mais il faut qu'on apprenne à être au moins un peu sérieux. En réalité, il a été arrêté à Yaoundé. Il fallait interdire seulement. La preuve, c'est quoi? C'est que pour la première fois, on a vu le DGRE descendre sur le terrain. Et même, je vais plus loin. Parce que, quand vous regardez ce qui s'est passé hier, qu'on a encerclé l'honorable Nitieux, on a pu capter la conversation entre un haut responsable ici et un autre à Yaoundé. Vous savez ce que celui de Yaoundé disait pendant que le responsable de Douala disait que non, ils ont entouré, on ne peut rien, il faut... Vous savez ce que le responsable de Yaoundé disait? Saccagez-les.
Saccagez-les. Je dis, je fais cette révélation. Il dit saccagez-les. Quand on dit saccagez-les, ça veut dire quoi? Que même s'il faut tuer, il faut les tuer. Vous pourrez prouver ce que vous dites, je suis clair dans ce que je dis. Je ne pas, ils me regardent. Et ils se reconnaîtront. Vous avez compris? D'accord. C'est des gens pour qui j'ai le respect, mais malheureusement, je suis obligé donc de dire ce qui s'est passé. Et puis, il y avait des témoins. Bon. Monsieur Atangana, et je veux on plus vous loin. relance. Attendez. Vous chutez? Oui, je vais chuter. Je vais plus loin. Il faut rentrer à la chronologie pour que les téléspectateurs nous écoutent, parce que le droit de réponse est suivi même depuis... On a fait une chronologie. Donc, depuis l'extérieur, non, je vais préciser une chose. Oui. Nous avions le 4 mars. Nous avons, avant le 4 mars, nous avions déposé la première déclaration de manifestation, c'était pour un meeting qui devait se tenir le 4 mars dernier. L'autorité a refusé. Il a signifié une interdiction au motif qu'il y avait de risque de trouble à l'ordre public. Le 1er octobre, une date sensible, alors que le RDPC n'a jamais organisé une manifestation le 1er octobre, la même autorité a donné le récépissé. D'abord, ils n'ont même pas donné, parce qu'ils n'étaient même pas au courant. Le RDPC a tenu un meeting suivi d'une marche à Bonandiom. J'étais sur ce plateau avec Edmond Kangia. Et j'avais dit ici, sur ce plateau, que j'espère qu'ils vont se limiter au niveau de la maison du parti. Parce que s'ils vont dans la rue, l'honorable Nietzsche est clair, nous aussi allons organiser un meeting, toujours avec le même motif que le 4 mars, soutien à nos compatriotes anglophones. Quel est ce système de 2 poids 2 mesures qui est définitivement érigé en règle, je veux dire en mode de sélection des partis politiques? On vous a compris, monsieur Wafo. On vous a compris. Vous répétez, monsieur Wafo, donnez la possibilité à d'autres personnes de réagir. Et c'est là qu'on va introduire monsieur Atangana, justement. On est en train d'écouter un monsieur Wafo qui nous prouve clairement qu'ils sont allés provoquer l'autorité administrative. Ils essaient de se comparer à un autre parti politique qui est le RDPC. Et puis, justement, au niveau de cette comparaison, on peut revenir sur la sortie, c'était cette semaine. Vous permettez qu'on avance, monsieur Wafo, s'il vous plaît? N'interprétez pas mes propos, madame. Bon, d'accord, vous n'avez pas provoqué l'autorité administrative. Nous n'avons pas provoqué, nous avons déclaré. Différentes sorties ont poussé l'autorité administrative finalement à prendre les décisions qu'elles ont prises. On a terminé avec vous, si vous le permettez. On essaie d'introduire quelqu'un d'autre qui va donner son point de vue, bien évidemment. On a l'impression, à un moment, que les autres partis politiques, notamment ceux de l'opposition, essaient tout le temps de se comparer avec le RDPC. Et ça nous rappelle une sortie d'un homme politique qui disait: pourquoi essayer absolument de comparer les deux partis quand on peut prendre tout simplement des décisions qui peuvent aider le pays à avancer? Je dois d'abord faire une précision par rapport à l'analyse de monsieur, mon confrère Edmond Kangia tout à l'heure, qui disait que l'autorité administrative n'a pas délivré l'arrêté interdisant la manifestation au SDF. Cet arrêté a été signé le même jour. Et il a été remis. Quel jour? Il a été remis à l'honorable Jean-Michel Nikan avec la présence. Vous êtes journaliste quand? Quand donc? Monsieur C'était quand? Ça a été... Laissez-le parler, monsieur Wafo. Madame, je ne peux pas laisser qu'on débute n'importe quoi. Ça a été délivré quand? Vous aurez la possibilité de vous l'écouter. Oui, respectons-nous, ça a été délivré quand? Respectons-nous en disant la vérité. Allez-y. L'article 8, monsieur... Je l'ai cité. Voilà, justement. Il y a l'alinéa, je n'ai pas le texte devant moi, qui précise que l'autorité administrative délivre un arrêté d'interdit. Il a délivré quand, monsieur Emmanuel? Oui, il l'a signé et il l'a remis devant un huissier de justice, justement parce qu'on sait que avec la mauvaise foi qui est la marque de fabrique parfois du SDF, l'honorable Nietzsche allait dire à la fin du monde, comme le dit son ministre du Shadow Cabinet, que l'autorité administrative n'a jamais... Est-ce que vous pouvez nous dire quand c'était? Monsieur Wafo, laissez-le poursuivre, s'il vous plaît. Lorsque vous parlez, personne ne vous interrompt, monsieur Wafo, laissez-le poursuivre. C'était vendredi. Oui, allez-y. Vendredi. Oui. À 12 heures de l'événement. La loi dit délivre immédiatement. C'est ce que dit la loi. La loi dit immédiatement. Laissez-le poursuivre, monsieur, s'il vous plaît. La déclaration. Est-ce qu'il faut à tout prix comparer le RDPC avec les autres partis politiques? Oui et non. Je réponds en normand, oui et non à la fois. Oui, parce que le RDPC est un parti politique, au même titre que les autres, qui sont légalisés, qui mènent des activités politiques. Le RDPC déclare officiellement aussi toutes ces manifestations, sauf que le RDPC ne peut
pas facilement perturber, troubler l'ordre public. C'est pour ça que toutes les manifestations du RDPC... Vous convenez tout de même avec nous que le RDPC a un net avantage sur les autres partis? Non, je vous relance. Est-ce que le RDPC n'a pas un net avantage sur les autres partis politiques? Oui, nous vous écoutons. Nous vous écoutons, monsieur Atangana. Non, mais non, on ne peut pas comparer le RDPC avec les autres partis politiques. Le RDPC est un parti majoritaire, un parti présidentiel. Mon ami Jean-Robert Wafou tout à l'heure voulait me perturber en disant que les minorités parlementaires, non. C'est un parti présidentiel, c'est un parti de gouvernement, c'est un parti qui est au pouvoir. On ne peut pas le comparer avec les autres partis politiques. Mais qui joue quand même beaucoup d'avantages sur la sphère politique. Non seulement sur le plan politique, sur le plan idéologique et sur le plan de la présence sur le terrain, sur le plan... D'accord, merci monsieur Atangana. Et on va relancer monsieur Sambaka sur la question également pour parler de ce revirement à 360 degrés. Si monsieur Waf me permet de poursuivre bien sûr ma question. Est-ce que finalement dans la sortie de ce sous-préfet, il n'y a pas des pressions externes? Certains ont parlé des pressions venues de Yaoundé. Est-ce que le trouble à l'ordre public était la seule raison de cette interdiction selon vous? Mais est-ce qu'il y avait trouble à l'ordre public? Je vous ai dit que c'est un pouvoir discrétionnaire. C'est un pouvoir discrétionnaire que l'administration utilise. Et puis à l'Assemblée nationale, il faut savoir que le RDPC a la majorité. Donc toutes ces lois qui sont faites, elles sont faites en prévision d'un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle moi je ne vais pas parler à la place de M. Wafo, qui est directement concerné et qui connaît le sujet mieux que moi. Ce que moi je vois, c'est les impacts. Toute cette discrétion qu'on utilise, cette discrimination qu'on utilise, quel est l'impact auprès des populations et auprès de la cité. C'est à ce niveau que moi j'interviens pour dire d'abord que voilà, nous avons vu une levée de boucliers des chefs traditionnels, mais les gens se fâchent. Si vous regardez dans les réseaux sociaux aujourd'hui, vous allez constater que c'est le ping-pong et la tribalité et ceci et cela. Vous allez constater cela dans les réseaux sociaux. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, ça ne peut pas apporter que du bonheur. Ce qui est en train de se passer, cette discrimination qui se passe sur le terrain ne peut pas apporter que du bonheur. Et au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où les chefs traditionnels entrent dans la danse. Mais on a toujours vu les chefs traditionnels entrer dans la danse. Ce que les gens oublient, c'est que les chefs traditionnels sont des auxiliaires de l'administration. Et que très souvent, parmi eux, il y a beaucoup que c'est l'administration qui a mis en place. Donc n'attendons pas qu'ils fassent un travail qui n'est pas le leur. Et je ne pense pas que quand ils se prononcent en politique, ça a une valeur, parce qu'ils sont supposés être neutres. Donc quand un chef traditionnel prend pour rédiger quelque chose, il faut bien qu'il tienne compte du fait que s'il est chef traditionnel, alors il est garant de tous ses enfants. Mais s'il le fait parce qu'il est auxiliaire de l'administration, et qu'un arrêté peut l'enlever, etc., ça pose aussi un problème. Moi, je le dis pourquoi? Parce que nous traversons une période difficile. Ceux qui ne voient pas que la période est difficile, évidemment, ce sont les gens que nous, à l'UDC, nous appelons les forces égoïstes de positionnement. D'accord. Ce sont des gens qui, leur intérêt, ils sont prêts à vendre père et mère pour leur intérêt personnel. Et c'est ainsi que vous verrez quelqu'un dire ben, il faut attaquer. Non. Nous ne sommes pas à l'ère où on doit attaquer. Nous sommes à l'ère du dialogue. Alors, on ne peut pas dire une chose et puis faire le contraire. Donc, si nous sommes dans l'ère du dialogue, nous devons aller au dialogue. Et nous ne devons pas faire de discrimination parce que nous avons des forces armées sous le soleil, sous la pluie, ils sont présents. Ils peuvent encadrer n'importe quelle marche dans ce pays. Surtout si cette marche a un cahier de charge et que cette marche est pour la démocratie. Moi, j'ai compris que c'était pour la démocratie, c'était pour venir en soutien au peuple du sud-ouest et du nord-ouest qui souffrent. Donc, en réalité, ça ne devait pas poser un problème quant à son objet. Maintenant, les renseignements que les autorités ont, moi, je ne peux pas parier sur cela. Parce que ça peut être des renseignements montés, ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais dans tous les cas, est-ce que la marche pouvait se faire? Est-ce que le meeting pouvait se faire? Oui, compte tenu de ce qu'on a vu
comme déploiement avec des tous forces. les autres partis politiques qui se sont greffés à la marche, ça pouvait toujours se faire selon... Sachez que, n'est-ce pas, c'est ce que j'appelle vraiment le dilatoire. C'est-à-dire que il y a un responsable. C'est le SDF qui a voulu faire sa marche. Il n'a pas consulté les autres partis. Monsieur Wafo est là, nous nous voyons souvent. Je n'ai pas été consulté. Vous comprenez? Mais si des partis politiques disent à leurs militants, ou des partis politiques s'engagent à une marche républicaine, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dedans? C'est la même chose qui s'est passée quand le RDPC a organisé son meeting à la maison du parti, siège de nos institutions, à Bonanjo, avec une marche à Bonanjo. Moi, j'ai encore le souvenir. D'accord. Peut-être vous n'étiez pas encore né. Ah non, vous n'êtes pas J'ai le souvenir qu'en 90, ici à Douala, les étudiants de l'université s'habillaient en noir et marchaient sur les artères de Bonanjo, dans la discipline et l'ordre, avec un encadrement. Moi, j'ai rêvé que nous sommes en train de retourner à cette période de démocratie où les populations peuvent s'exprimer, puisque tout le monde se plaint que les élites ne font pas les relais, ce qu'on appelle les élites, forces égoïstes de positionnement, ne font pas le relais entre les populations et l'État. Donc les populations ont envie de s'exprimer. On ne peut pas interdire cela. Ce qu'on doit faire, c'est éviter les débordements. Permettez que je vous retire la parole pour la donner à Edmond, qui pourra nous donner les conclusions, ce qu'on doit retenir finalement de la journée d'hier. D'abord, je voudrais revenir sur l'article 8 de la loi. Et surtout, si vous permettez, les leçons qu'on doit en tirer. Oui, je vais l'évoquer, il n'y a pas de problème. Je vais revenir sur l'article 8 de la loi sur le régime des réunions et des manifestations publiques, dont parlait tout à l'heure mon ami Emmanuel Atangana. Il a dit qu'il y aurait eu un arrêté, n'est-ce pas, d'interdiction. Je n'ai pas utilisé le conditionnel. J'ai dit qu'il y a, j'insiste, je persiste, que l'autorité administrative, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Douala Premier, a délivré l'arrêté d'interdiction de la manifestation aux principaux responsables du SDF, qui en a fait la déclaration, c'est-à-dire l'honorable Jean-Michel Nietzsche, devant un huissier de justice. Merci, cela signifie qu'il aurait été... Moi, je suis journaliste, comme toi d'ailleurs, je préfère le conditionnel parce que je n'ai pas la certitude de l'exactitude de l'information que vous venez de donner. Parce que je me suis également renseigné à diverses sources. Pour dire... Je vais répondre après, s'il te plaît. Pour dire que, dans le passé, et pas plus tard qu'en mars dernier, on a vu comment l'honorable Nietzsche, sa marche qu'il avait programmée, avait été interdite, avait été refusée par le sous-préfet, n'est-ce pas, de Douala 5e à l'époque, et aujourd'hui sous-préfet de Douala 1er. Et j'observe que dans le cas du mois de mars, l'honorable Nietzsche a fait preuve de son esprit républicain et a attaqué la mesure en justice. Même si l'affaire n'a pas connu un aboutissement à ce jour. Avec 8 jours. Avec 8 jours. Ou enrôlé. Oui, nous sommes en train de nous je suis en train d'expliquer. Non, je vais tirer des conclusions pour avancer. Je termine rapidement sur ce point, sur cet article 8. Parce que l'article 8, n'est-ce pas, la loi sur le régime des réunions, la loi de 90 sur le régime des réunions et des manifestations publiques, dit clairement que l'organisateur, lorsque l'autorité administrative a interdit par arrêté, il a la possibilité, n'est-ce pas, de poursuivre, n'est-ce pas, de saisir le président du tribunal de grande instance compétent, qui par ordonnance, n'est-ce pas, statue dans un délai de 8 jours. Et puisque dans le passé, il a pu saisir le tribunal compétent, je ne pense pas que s'il avait été notifié, il aurait naturellement également attaqué cette mesure. Il dit qu'il n'a pas été notifié, c'est pour cela qu'il n'a pas attaqué, c'est pour ça qu'il n'a pas saisi la justice, par exemple. Maintenant, sur les leçons que l'on peut tirer, je pense que c'est une grosse occasion manquée pour le Cameroun. Une grosse occasion manquée pour le Cameroun, pour montrer à la face du monde ce qu'il déclare. Parce que le gouvernement déclare tout le temps que nous sommes un régime démocratique. Mais ce qui vient de se passer montre clairement que nous ne le sommes pas. Que nous avons plutôt fait un grand pas en arrière. Un grand pas en arrière par rapport aux années 90. Parce que les lois sur le régime de liberté, j'ai cité une des lois tout à l'heure, il y a une autre sur le pluralisme politique, sur les partis politiques, sur la liberté de communication sociale, sur beaucoup d'autres domaines. On avait beaucoup avancé.
Parce qu'on est passé du régime d'autorisation à un régime de déclaration. Parce que cette loi parle de la déclaration préalable. Lorsque vous déclarez, l'autorité administrative, immédiatement, vous délivre le récépissé. Ce qui ne se passait, ce n'était pas ainsi avant 90. On a beaucoup évolué. Mais maintenant, on se rend compte que lorsque un parti politique ou une association déclare, mais il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance que ce meeting ou que cette marche sera effectivement organisée. Parce qu'il suffit, comme on l'a vu encore, de mettre en relief le risque de débordement ou la menace de troubles graves à l'ordre public pour que l'événement ne se déroule pas. On va passer, si vous permettez, messieurs, au deuxième sujet. Finalement, de cette journée, il y a une programmation qu'il faut respecter, s'il vous plaît. Bon, d'accord, monsieur Wafo, allez-y, donnez-nous finalement les leçons à tirer. Allez-y. Chacun ses conclusions, voilà. En peu de temps. D'abord, première chose, c'est quoi? C'est que il a dit que le parti État est le parti. Donnez vos conclusions à vous, s'il vous plaît. Laissez ce qu'il a dit. Je vous en prie. Oui, allez-y avec vos conclusions à vous. Contrairement à ce que M. Emmanuel Atangana a dit, la seule idéologie du RDPC, c'est la prédation de la fortune publique. Parce que en 35 ans de règne, je suis désolé, en 35 ans de règne, vous avez détourné un montant égal ou supérieur au PIB national. Et c'est prouvé. Autre chose. C'est pas un meeting. Je vous en prie. Je vais apporter une précision. Monsieur Wasso, si vous continuez de vous éloigner, on va vous retirer la parole. Je me rapproche oui, là. Allez-y. Je vais un peu essayer de recadrer ce qui a été dit par rapport à l'article 8 là. L'honorable Nietzsche a reçu, pas un arrêté, une décision. C'est une décision d'interdiction le 19, donc la veille, vendredi à 17h. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où on fait dans le fétichisme administratif. C'est-à-dire quand on décide d'interdire, on fait d'abord un communiqué pour interdire, ensuite c'est l'arrêté qui vient. C'est-à-dire que moins de 24 heures avant. Ça, c'est le fétichisme administratif. Non, je dis, et c'est même illégal. C'est illégal. Donc, je suis d'accord avec... Merci, monsieur Wafo. Nous avons compris vos conclusions. Maintenant, les leçons à tirer. Vous aviez du temps pour donner vos leçons. Vous ne l'avez pas fait. On va passer au prochain sujet. Et je vous l'annonçais, le sujet qui va nous intéresser dans la deuxième partie, finalement, de ce débat, est fortement en relation avec le point de presse qu'a donné Maître Akeremouna. C'était à son domicile à Yaoundé en milieu de semaine. Un point de presse au cours duquel il a fait une sortie, il a déclaré, je cite, en 1992, c'était les premières élections multi-partites au Cameroun, je gérais l'assemblage et le découpage des voix et je peux vous dire qu'en 1992, Fundi a bel et bien gagné les élections. C'est ce qu'a déclaré Maître Akeremouna. Et tout de suite dans la presse, l'information a été reprise. Ça a provoqué un véritable tollé. On en parle donc aujourd'hui dans droit de réponse pour essayer déjà, avec la première question que je vais poser à M. Sambaka, pourquoi maintenant? Pourquoi c'est seulement maintenant que Maître Akeremouna a décidé de s'exprimer? Depuis 1992 que les faits se sont produits. Je serais tenté de dire pourquoi c'est seulement cela que les journalistes ont retenu. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de nouveau sous le toit. Je pense que si Maître Akeremouna a fait cette déclaration, c'est son intime conviction. Il a peut-être véritablement tardé à le dire. Mais je pense que d'autres l'avaient dit. Beaucoup de gens l'avaient dit avant. Et c'est passé sous silence. Je pense que ce sujet est un sujet qui a déjà été traité. Oui, sauf que cette fois, si vous permettez, Maître Akeremouna a apporté plus de précision. Je vais d'ailleurs vous lire ce qu'il a dit en termes de précision. Il dit, c'est le professeur Konchou qui a avoué finalement avoir joué double jeu. Il avait reconnu plus tard que les chiffres des législatives avaient été donnés en lieu et place des chiffres des présidentielles. Et quand on lui a posé la question de savoir ce qui se passait à la radio, il a dit que les résultats des deux élections avaient été mis dans le même tiroir. Oui, c'est un peu comme si moi, je vous dis que c'est le même professeur Konchou qui était parti à la CRTV, retirer la bande où les leaders de l'opposition expliquaient les accords de la tripartite. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de Camerounais ne savent pas ce qui s'est passé. Nous sommes dans une crise anglophone qui avait été solutionnée à la tripartite. Moi, j'ai vu dans les réseaux sociaux des gens défiler avec ce qu'on appelle l'arbre de la paix. La première fois que je voyais l'arbre de la paix, c'était à la tripartite.
quand Mme Kecha remettait l'arbre de la paix au président Adamou Damdouer, parce que des solutions avaient été trouvées à la tripartite. Et aujourd'hui, ça nous rattrape parce qu'elles n'ont pas été respectées. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. C'est la raison pour laquelle je salue la mémoire du professeur Kangai Wane tout à l'heure, parce que nous avons le devoir d'écrire notre histoire, d'écrire la vraie histoire du Cameroun. Et quand on écrira cette vraie histoire, vous allez vous rendre compte que chaque administrateur ou chaque personne qui serait en position de pouvoir, qui va fauter, qui va tricher, il aura peur de le faire parce que ça va rester dans les mémoires de ce pays. Or, notre histoire n'est pas encore écrite. Notre histoire n'est pas enseignée. Vous pensez que je peux comparer Douala Mangabel avec ce qu'il a fait, avec les déclarations des chefs aujourd'hui, qui sont auxiliaires de l'administration? C'est difficile. Donc, nous avons quelque chose à ressasser dans le devoir de mémoire. Et j'inscris cela, cette déclaration, dans le devoir de mémoire. Et je ne pense pas que ça peut avoir un impact particulier aujourd'hui, mais il est nécessaire de savoir que nous sortons de quelque part pour arriver là où nous sommes aujourd'hui et que beaucoup de choses auraient pu être évitées si, ma foi, nous avions pris le bon chemin. Monsieur Atangana, est-ce que cette sortie ne pourrait pas être très préjudiciable finalement à Maître Akeremouna qui est candidat aux élections de 2018? Permettez que je chausse mes lunettes pour Allez-y. lire la suite de la déclaration de Maître Akeremouna, parce que vous l'avez lu avec des ciseaux, c'est-à-dire vous avez extrait la partie qui vous intéressait. Maître Akeremouna, je précise que j'ai la considération, l'estime pour l'avocat qu'il est. C'est un brillant avocat qui a une renommée internationale, qui a travaillé dans la société civile internationale. Mais voici la suite de la déclaration. Puisqu'on n'avait pas de documents, j'ai pris les résultats des législatives qui venaient juste avant pour réunir les voix comme elles venaient. Je vous fais grâce des autres. Vous également à l'époque, oui, parce que vous-même vous avez coupé. On a commencé à annoncer tous les résultats à la radio et l'État a pris le panique, a décidé de commencer à annoncer les voix. J'ai donc affecté quelqu'un qui note les voix du parti, le RDPC. Au bout de 2 heures, il est venu me voir, me disant qu'il y avait quelque chose de bizarre. Il m'a dit, les chiffres qu'on donne à la radio ne sont les mêmes que celles des législatives. Oui. Voilà. Madame, un brillant avocat, je viens de vous dire, qui a la prétention de présider au destin du Cameroun, qui parle sans preuve. Il dit qu'il n'a aucun document. On n'avait pas de document. Pourquoi faire foi à la déclaration d'un homme politique qui cherche certainement à avoir des voix dans la partie anglophone du Cameroun, dans la perspective de la présidentielle de 2018? Il n'a pas de document. Le jeune gars, c'est son expression, qui vient lui dire que la radio est en train d'annoncer des résultats qui sont certainement ceux des législatives. Ce jeune gars, il a quelle qualité, il a quelle fonction? Mais le professeur, quand tu reconnais... Écoutez, ce jeune gars, il a quelle fonction dans la structure qui gère, qui organise la présidentielle de 92? Monsieur Atangana, le professeur Kanchou reconnaît. Le professeur Kanchou reconnaît que les chiffres qui sont donnés à la radio sont ceux des législatives. Non. Le professeur Kanchou n'a jamais dit. Il dit au grand jamais. Les bandes sont encore là. Monsieur Sambaka fait allusion tout à l'heure aux bandes. Moi, j'ai les bandes. Malheureusement, on ne peut pas les écouter dans le cadre de votre magazine. J'ai les bandes. Le professeur Kanchou n'a jamais fait cette déclaration. Je suis sur la déclaration de Maître Mouna, pour qui je le dis, j'ai du respect, de la considération pour ce qu'il représente, pour la profession qu'il a choisie, l'avocature. Un brillant avocat. Mais un brillant avocat ne peut pas prendre sur lui de faire des déclarations sans preuve, s'agissant surtout d'un sujet aussi sensible que celui-là. Moi, je le comprends. Il fait déjà son marketing politique dans la spectre de la Pourtant, présidentielle. M. Sambaka a précisé au début de sa prise de parole que Maître Akeremouna n'a rien appris à personne. C'est des informations que les Camerounais avaient depuis de nombreuses années. Quel Camerounais? Le Camerounais lambda. Maître Sambaka, je rappelle pour la gouverne de Maître Sambaka, son parti et son champion à l'époque, 92, avait eu 107 000 voix, 411.
en valeur absolue, en valeur relative, 3,6%. Le président Paul Biya avait eu 1 185 466 voix en valeur absolue. Et en valeur relative, 39,99%. Foundi avait eu 1 66 000 voix. 602. Merci. Monsieur Atangana. Oui, allez-y, 30 secondes. Soit 36% en valeur relative. Allez-y, voilà les je peux même être d'accord avec vous. Pour la mémoire. Pour la mémoire, il faut que l'histoire soit la vraie histoire. Ouais. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour la mémoire, c'est intéressant. Mais ce que je voudrais dire à mon ami Atangana, c'est que Paul Biya a eu 50 millions de voix. Le bilan de son action, c'est quoi? Quand on regarde depuis ce temps, 35 ans au gouvernement, vous comprenez? Il a battu tous les records. Son record ne sera plus jamais dans la vie. Vous comprenez? Personne ne pourra plus battre ce record parce que nous entrons en démocratie. 35 ans. Nous entrons en démocratie. En 2008, il y a eu prorogation. Il y a eu, on a en 2008 décidé qu'on lève le verrou de la limitation des mandats. On nous a dit à l'époque que c'était pour faire un certain nombre de réalisations. Nous, c'est passé. Par force, mais c'est passé. Donc, M. Paul Biya et le RDPC ont eu toute la latitude de redresser ce pays et de donner le droit au bonheur aux Camerounais. Ça n'a pas été fait. Et puis on entend encore. Des gens se levaient, marcher partout, interdire aux autres de marcher, et quand ils finissent de marcher, soutien à Paul Biya pour qu'il se représente. Permettez-moi de dire que moi, je ne peux pas donner ce conseil à Paul Biya. Paul Biya a fait ce qu'il pouvait. Il a eu les gloires, il a eu tout ce que quelqu'un peut avoir dans un pays. Et si aujourd'hui, j'ai un conseil à donner, c'est d'organiser une transition. Parce que tous ces gens, tous ces turéféraires, leur esprit est relayé ici par mon ami Jean Atangana. Ils veulent s'accrocher au pouvoir pour leurs intérêts égoïstes. Mais le Cameroun n'a pas besoin de cela. On n'est plus sur la déclaration de Mouna. Vous êtes en train de faire le procès. Non, parce que vous m'avez interpellé sur un soi-disant pourcentage. Oui. Vous savez, un parti politique, c'est d'abord le programme, c'est les idées. Et comme vous voyez, les idées traversent toujours les frontières. Et je peux vous dire que je sors de France, les Camerounais de la diaspora m'ont accueilli parce qu'ils savaient que je suis arrivé en France. Ils ont échangé. Et ils ont envie que leur pays se relève. Donc il y a beaucoup de choses que nous vivons. Et si vous me donnez le pourcentage, je peux vous dire qu'à Douala premier où je me présente, j'ai jamais gagné les élections. Merci, monsieur. Il y a eu beaucoup de trucages. Monsieur Sambaka, merci. Vous avez eu vos 30 secondes pour revenir justement sur ce que monsieur Atangana dit. Oui, on vous écoute, Edmond. Oui, sur la question de la déclaration faite par Maître Akeremona, l'ancien bâtonnier qui est candidat à l'élection présidentielle. Je voudrais tout simplement dire que c'est une vérité de polichinelle de dire que John Foundi, candidat du SDF, mais surtout candidat de l'Union pour le changement en octobre 92, était vainqueur de l'élection présidentielle. Vous en avez les preuves. Permettez que j'achève. J'ai vos chiffres. J'ai les chiffres. Moi, j'ai vos chiffres. Les chiffres que vous avancez sont les résultats officiels de l'arrêt lu par Dipanda Mwele, président de la Cour suprême en 1992. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ce sont les chiffres officiels. Où sont les chiffres officiels? On les d'après l'arrêt des résultats rendus en octobre 92. Mes chiffres officiels. Je vous laisse la parole. Allez-y, Edmond. Non, vous aurez la parole, monsieur Wafo. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, monsieur Wafo. Vous aurez votre temps de parole. Votre temps de parole est plus important que le mien. Edmond Kambia, est-ce que vous pourrez chuter, s'il vous plaît? Vous comprenez? Non. Je dois avoir le même temps de parole. Messieurs, ne nous énervons pas, s'il vous plaît. C'est un débat d'idées. Messieurs, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Est-ce que je peux récupérer les rênes de mon plateau, s'il vous plaît? Monsieur Wafo, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas me déstabiliser. Donc vous êtes du RDPC. Monsieur Wafo, est-ce qu'on peut poursuivre, s'il vous plaît? Merci. Je voulais tout simplement chuter en disant que j'en appelle à la conscience de M. Dipanda Mwele, président de la Cour suprême, le jour où il a lu l'arrêt rendant
n'est-ce pas, le jour où il a lu l'arrêt rendant, n'est-ce pas, proclamant les résultats de l'élection présidentielle du 11 octobre 1992, si vous revoyez les images, il a beaucoup sué ce jour-là. Il avait beaucoup de sueur. Il a lu, c'est-à-dire qu'une kyrielle d'irrégularité, une kyrielle d'illégalité, pour citer un peu le président de la Cour suprême du Kenya, qui a annulé l'élection présidentielle au Kenya. Parce que Dipanamol aurait également pu, sur la base des irrégularités, annuler cette élection présidentielle. Mais il a choisi de dire que Paul Biya est le vainqueur de cette élection. J'espère que dans sa conscience, parce que je sais qu'il sait quelle est la vérité, qu'un jour peut-être, il va dire dans ses mémoires la vérité. Parce que lui seul, j'ai dit lui seul, c'est la vérité. Il a donné des résultats qui annonce Paul Biya vainqueur, mais lui seul, c'est la vérité dans sa conscience. Edmond. C'est tout ce que je peux dire. On va avec vous, monsieur Emmanuel Wafo. Non, vous permettez, s'il vous plaît, que monsieur Wafo puisse donner finalement son point de vue. Et moi, je lui pose la question de savoir, en 1992, on parlait déjà de manipulation dans les élections. Est-ce que vous pensez qu'entre 92 et aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé? La réponse est dans le sourire des copanélistes. on assiste aujourd'hui à un recul trentenaire. Mais oui, quand on n'arrive même pas à organiser les manifestations, vous voulez quoi? Parlons donc des résultats. Mais M. Dipanamol a déjà écrit, il a dit, on n'aime pas attendre ses mémoires. Il a dit qu'il y a eu une irrégularité au cours de cette élection de 92. Il a tout dit. Il a listé les irrégularités. Et après, bon, malheureusement, il n'a pas eu un courage républicain de dire, comme le président de la Cour suprême du Kenya pour dire, on va et tout. Mais il aurait pu le dire. Oui. Mais on ne nous a pas montré, n'est-ce pas, le dispositif de sécurité qu'il y avait dans la salle. Dans la salle. Oui. Peut-être qu'en lisant, il y avait des armes pointées sur lui. Mais oui. De toute façon, c'est comment la 5e colonne fonctionne à Yaoundé. Ça, c'est clair. Et quand je parle de la 5e colonne, je sais de quoi je parle. C'est elle qui s'est manifestée ici hier. À Douala. C'est pour ça que je n'en veux pas aux autorités administratives de la ville de Douala. Non. Ils ont fait de bonne foi en délivrant l'autorisation. Mais après, les turiféraires, la 5e colonne, depuis ils ont dit zéro, il n'y a rien. Mais pourtant, après avoir dénoncé... je vous relance, monsieur Wafo. Après avoir dénoncé ce qui s'est passé en 1992, Maître Akere Mouna précise quand même qu'il sera candidat. En sachant tout ce qui va se passer certainement, avec les reproches qu'on va faire à Elections Cameroun et tout ce qui entoure finalement le processus électoral camerounais, est-ce qu'il n'y a pas contradiction dans ces dires? Non, il faut aller aux élections. Je suis d'accord, il faut aller aux élections. Mais je tiens à rappeler à ceux qui nous gouvernent, 2018, ce ne sera pas comme 92. Puisque vous allez perdre et vous allez partir. Quand je dis vous, c'est M. Emmanuel Atangana. Parce que tout à l'heure, il a dit qu'il est seul contre nous. Ça veut dire qu'il est du RDPC, nous sommes de l'opposition. Maintenant, il est invité ici en tant que militant du RDPC. Ça, c'est clair. Même comme il travaille dans le temps de la République. C'est pas un problème. Mais je dis ceci. En 2018, le président Sambaka parlait de la transition. Il faut cette transition. Il faut cette transition. Parce que, voyez-vous, les leçons que nous, on a par exemple tirées hier, après les événements malheureux, où la soldatesque a donc brutalisé un député de la nation. Le SDF envisage de ne plus faire une déclaration de manifestation publique. Vous l'avez déjà dit. Deuxième chose, au prochain congrès, nous subissons déjà la pression de nos militants. Et ils sont même déjà majoritaires, largement majoritaires, notamment dans les délégués. Ils envisagent de déposer un amendement pour supprimer l'article 3 alinéa 2 de nos statuts. Parce que dit l'article 3 alinéa 2 de nos statuts, le SDF prendra le pouvoir par voie d'élection. Donc, vous êtes en train de provoquer les gens. Mais je veux vous dire, non, vous êtes du RDPC, je dis ceci. Je veux vous dire ceci. On ne peut pas reprocher au président Kennedy de ne pas être un républicain. Mais qu'est-ce que John Fitzgerald Kennedy disait? Qu'est-ce qu'il a dit? À force de rendre impossible les évolutions pacifiques, on rend inévitable les révolutions violentes. Et je dis, nous sommes des républicains. 2018,
s'il n'y a pas des élections transparentes, le SDF prendra ses responsabilités. Nous vous avons compris. Madame vous avez enfin Kedia, pu vous avez donner compris? cette conclusion. Madame Oui, Kedia, vous Monsieur comprenez Atangana. donc pourquoi l'autorité administrative a pris sur elle d'interdire la marche d'hier? Non, mais c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que justement, parce que l'autorité administrative a pris, l'OSDF, Mais parce que incapable la de déclaration de manifestation est devenue une interdiction systématique. SDF Alors, mais vous voulez incapable- que nous, on s'exprime où? Monsieur Wafou, c'est moi qui ai la parole. Avec ce L'OSDF, système d'apartheid-là. l'OSDF incapable de battre le RDPC dans une élection démocratique Mais permettez-nous de manifester. Monsieur Wafo, permettez qu'il termine. veut maintenant accéder Si vous êtes si fort, vous du RDPC, si vous êtes si Monsieur fort, Wafo, s'il vous plaît, mettons les règles de jeu permettez qu'il équitables. aille jusqu'au bout de veut ses maintenant pensées. accéder au pouvoir par une insurrection. C'est ce parti, ou bien ce qui en reste, voulait organiser hier. Ah bon? Ici à Douala. Vous lisez dans la boule de cristal. Lui-même l'a déjà déclaré que ils vont descendre dans la rue, mener une insurrection parce qu'ils sont. Mais il n'a pas parlé d'insurrection. Ah oui, il n'a pas. Comme vous, oui, justement. maintenant, j'ai pas parlé Il est- comme vous-même il est vous très parlez de intelligent. sécession, Il est très vous mettez les Abobala, les Ayatollah et de sécessionnisme. Non, mais c'est la même chose que vous faites là. Mais j'ai lu dans ses intentions. Ah bon, vous continuez à lire dans les oracles. C'est tout. Et vous n'avez pas pu lire dans les oracles pour prévenir la crise dans la région, donc dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vos renseignements n'ont pas pu travailler pour prévenir, c'est-à-dire que ce qui allait arriver. Monsieur Wafo, Mais écoutez, pas non, mais profiter écoutez, de la pluie pour vous êtes pousser dans dépassé, le courant. monsieur. Libérez L'OSDF le a plancher. perdu son aura dans les régions anglophones Ça se décrète. qui restent jusqu'ici son Mais vous avez envoyé petit les heureux, vos électoral. parlementaires sont allés C'est la là-bas. raison pour laquelle Ils ont été chassés. Le premier ministre a été chassé. Monsieur Wafo. Le défendre la secrétaire permanent cause du Conseil national de la Parti sécurité a été chassé, monsieur Atangadi. Il n'a même pas pu enterrer sa maman. Pauvre de lui. Et puis bon, vous venez dire que vous avez la lecture. Et le problème dans la région anglophone. Monsieur Wafo, du vous nord et n'avez du pas sud, la c'est parole. également Monsieur le Wafo. déficit de légitimité de ceux qui sont censés les représenter. Madame Kedia, il Dans faut le les calmer. institutions. Il faut le calmer. Jean-Robert Wafo, Oui, s'il vous plaît. c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand nous arrivons dans un pays comme le nôtre, après autant d'années du multipartisme, et qu'on se rende compte que les partis politiques de l'opposition sont cadenassés, saucissonnés, n'est-ce pas? Ça pose un certain nombre de problèmes. Et moi, je peux vous dire, en tant qu'acteur politique, quand je vais sur le terrain, je me rends compte que des Camerounais se plaignent. Les Camerounais ont des problèmes. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais n'ont pas de problème, ils ont des problèmes de santé. Vous avez vu qu'un bateau est venu ici et a préféré proroger parce que le cas du Cameroun est assez spécial. Les Camerounais n'ont pas les moyens de se soigner. Voilà les vrais problèmes que nous trouvons sur le terrain. Et nous leur disons que les vrais problèmes pour nous, les politiques, c'est qu'il y a une partie des Camerounais qui ont déposé. C'est-à-dire, ils attendent leur mort. Non, il faut avoir de l'espoir. Et c'est en cela que je dis qu'il faut aller aux élections. Et il faut aller aux élections, il faut aller tirer les 6 millions de Camerounais qui refusent d'aller s'inscrire. Qu'ils aillent s'inscrire. Parce que demain, il y aura la décentralisation. Ils ne peuvent rien, c'est là, ça Mais va pas venir. avec eux, ceux-là ne pourront Non, pas. moi je ne dis pas avec eux ou sans eux. Je suis en train peuvent pas. de dire que ça, ce sont les projections de notre lendemain. Il y aura le fédéralisme des régions. Parce que nous avons appelé ça fédéralisme des régions en 93, lorsqu'on a vu qu'on n'a pas respecté les accords de la tripartite et que l'avant-projet de constitution n'est pas sorti de cette commission. Nous avons donc écrit à l'UDC un avant-projet de constitution que nous avons baptisé fédéralisme de région. Ça va venir. Ça va venir. Donc, forcément, il faut se préparer à cela. Alors, quand on dit aujourd'hui que nous allons avoir la décentralisation, il faut bien que les populations sachent qu'ils sont partenaires parties prenantes. C'est-à-dire que c'est eux qui doivent choisir les maires, ils doivent les contrôler, ils doivent les sanctionner. Donc, ils deviennent, de ce fait, des acteurs du développement. Donc, il faut se préparer à ça. Mais la première chose, c'est la citoyenneté. La citoyenneté demande que nous ayons nos cartes électorales pour choisir. Je suis sûr que si les citoyens prennent conscience de cela, les intimidations du parti au pouvoir ne passeront pas. Vous comprenez? Parce que 6 millions
Pour tricher sur 6 millions, c'est difficile. Donc nous avons le besoin urgent que nous revenions à la citoyenneté, à cette nouvelle citoyenneté qui veut que nous soyons prêts pour des institutions qui vont fonctionner. Et c'est avec Monsieur Sambaka, je suis d'accord avec les inscriptions sur les listes électorales. Le troisième sujet inscrit à l'ordre du jour. Si Monsieur Wafo permet qu'on avance, je parlais, s'il vous plaît, Monsieur Wafo, on avance. On avance avec la thématique. On va prendre le troisième sujet de cette édition de droit de réponse. Et cette fois-là, nous sommes à l'international, toujours. On va commencer par le Togo, sur cette actualité internationale au Togo où la population demande le départ du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. Il y a eu cette semaine des affrontements violents entre les forces de l'ordre et les manifestants qui ont érigé des barricades de fortune tout au long finalement dans le quartier, tout au long du quartier Abbé, un quartier proche de Lomé, un quartier défavorisé également. Je vous parlais donc des barricades de fortune qui ont été faites de briques et de pneus enflammés. Des pierres ont également été jetées aux forces de sécurité qui utilisaient les gaz lacrymogènes pour tenter de dissuader les populations. On rappelle tout de même que depuis août, l'opposition dénonce un projet de réforme de la Constitution qui permettrait à Faure Gnassingbé, en poste donc depuis 2005, de pouvoir être président jusqu'en 2030. Et je vous introduis avec ce sujet-là, Edmond Kamkia. Quelle est la lecture que vous faites des diverses actualités, notamment celles qu'on vit au Togo en ce moment? D'abord, il faut regretter le fait qu'il y ait des affrontements violents et meurtriers cette semaine qui s'est achevé au Togo. Il y a eu plusieurs morts entre des jeunes et des forces de police qui empêchaient, n'est-ce pas, ces jeunes-là de tenir leurs manifestations. Parce que visiblement, les manifestations avaient été interdites à Lomé et dans d'autres localités, mais les populations sont sorties comme un seul homme pour dire non, nous ne pouvons plus continuer à laisser Faure Gnassingbé nous gouverner de cette façon-là. Sur le fond, depuis plusieurs mois, l'opposition togolaise et la société civile démocratique souhaitent que Faure Gnassingbé revienne à la Constitution de 1992. Parce que cette Constitution-là, qui prévoyait l'élection présidentielle à 2 tours, et il y avait la limitation du mandat présidentiel, qui a été supprimée par la suite quand Faure Gnassingbé est arrivé. Et aujourd'hui, visiblement, au niveau du pouvoir au Togo, ils semblent d'accord, c'est-à-dire les autorités de Lomé semblent d'accord pour revenir à l'élection présidentielle à 2 tours. Le problème, c'est au niveau de la limitation du nombre de mandats et de savoir si il est possible que Faure Gnassingbé, s'il brigue encore un autre mandat, s'il pourra bénéficier de la possibilité de prolonger encore davantage. Concrètement, il s'agit de quoi? Il est au pouvoir, il est encore là jusqu'en 2020. Est-ce qu'il pourra être, s'il est candidat, est-ce qu'il pourra briguer, au cas où il remporte l'élection, est-ce qu'il pourra se permettre d'avoir encore 2 mandats? Et l'opposition dit non à cette question. C'est cette question qui n'a pas été solutionnée jusqu'à ce jour, malgré tout ce qui se passe. Il y a eu des blocages même au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale du Togo. C'est pour cela que tout le monde est dans la rue à Lomé et dans d'autres localités. Alors, on a notamment eu sur les réseaux sociaux des appels à la violence du côté du Togo, notamment sur dans les messages qui ont été envoyés à la population sur WhatsApp. On incite carrément les jeunes à se rendre dans la rue. On a l'impression à un moment qu'en Afrique, désormais, la population, et là je suis avec vous, Monsieur Wafo, se retrouve en train de vomir tout simplement les dirigeants. Que se passe-t-il? Non, mais le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. D'après toutes les constitutions de ce qu'on a, donc des républiques, quand on parle de république, c'est dans le sens global du terme, c'est-à-dire que république, comme on dit, république du Cameroun, république du Congo, c'est-à-dire en république, le droit de manifester est un droit constitutionnel, tout comme le droit de s'exprimer. Donc c'est des droits inaliénables. Donc, dire que dans les réseaux sociaux, on a poussé les gens à le faire. Les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication. On peut pas, c'est-à-dire aujourd'hui, on fait avec ou on ne fait pas. C'est-à-dire c'est clair et net, vous ne pouvez pas contourner les réseaux sociaux. Les dirigeants se doivent d'intégrer cela. Et puis, bon, vous avez parlé du cas du Togo. Les gens sont allés dans la rue. Alors que la marche avait été interdite. On a le droit de désobéir à un ordre injuste. Et interdire une manifestation publique, c'est une violation, c'est violer la Constitution de la République. Entre la Constitution d'une République et une décision ou un arrêté d'interdiction d'un dirigeant d'un pays ou alors d'un responsable administratif d'un pays, qu'est-ce qui est au-dessus de l'autre? Il y a quand même ce qu'on appelle la hiérarchie des normes juridiques. C'est plutôt ceux-là qui interdisent qui doivent être poursuivis. Parce que l'administration, l'État a les moyens d'encadrer une marche. Vous avez compris? L'État a les moyens d'encadrer une marche.
Pourquoi? On a vu des gens marcher à Barcelone là-bas. Il y a eu près de 5 millions de manifestants et puis il n'y a pas eu de mort. Il y a eu juste tous ces 26 blessés. Mais vous voyez ici, au Cameroun, on organise une marche, c'est des tueries. Mais est-ce que c'est normal? Non, les gens ont le droit de manifester. Madame Kidia, c'est clair et net, les gens ont le droit. Et ceux qui s'opposent à la manifestation, c'est soit des inclus, soit ceux qui ont des intérêts souterrains dans cette affaire. Je ne vais pas commenter, je ne vais pas revenir sur la déclaration des chefs traditionnels. Ne revenez pas dessus. Savoir pour qui j'ai du respect pour eux. Mais bon, ils ont dévoilé leur mission. Ils ont une mission ancestrale, c'est de garder la tradition. C'est de faire respecter aussi la tradition. Ils n'avaient pas c'était une sortie malheureuse. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Vous n'avez pas vu les chefs traditionnels le faire au Togo, à Lomé. Non, ils doivent être au-dessus. Ils ne doivent pas être partisans. C'est ce qu'on attend d'eux. Quand j'entends les gens sur les réseaux sociaux, les gens, à la suite de leur déclaration, dire que le député Nietzsche aurait dû aller organiser ça à l'ouest. Mais bon Dieu, mais il est député de la nation. D'accord. Il est député de la nation, il est député de vous. Est-ce qu'il a des mandats depuis ceux qui ne veulent pas qu'il manifeste, n'ont qu'à venir le battre aux élections? Parce que, et je dis, c'est les conséquences d'un régime qui dure. À un moment donné, toutes les manœuvres pernicieuses sont utilisées pour diviser le peuple. Parce que ce qui se passe là, et je dis ici, le RDS condamne avec la dernière énergie cette sortie malheureuse, n'est-ce pas, des gardiens de la tradition. Vous êtes sorti du sujet. Je ne suis pas sorti du sujet. Ça me permet tout de même de relancer Monsieur Emmanuel Atangana sur la même actualité. On a un échange fort qui est en train de se passer au Togo entre les manifestants et finalement les forces de sécurité. Personne ne veut blesser, tomber. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait finalement débouler sur des violences pires que celles qu'on a vécues cette semaine où on parle notamment de 2 morts? Permettez-moi d'abord de dire que les manifestations publiques sont une forme d'expression de la démocratie. Mais cette démocratie ne doit pas se trouver dans la rue. Oui, on doit permettre aux gens de manifester. Ça doit se faire dans le cadre du respect des lois de cette république. Je crois que c'est pratiquement même les mêmes lois dans toutes les républiques qui se respectent. Maintenant, comme les manifestations publiques sont une expression de la démocratie, le peuple qui est en train de manifester à Lomé, la capitale, et dans les villes environnantes au Togo, a le pouvoir démocratique qui est le pouvoir, cette souveraineté que lui confère cette démocratie, de choisir librement ses dirigeants. Au cours d'une élection transparente, libre, ce peuple peut faire partir le président actuel. On n'a pas forcément de temps de mort pour demander à un président de ne pas se présenter pour un prochain mandat. Moi, je trouve ça antidémocratique. D'accord. Monsieur Sam Baka, on a l'impression qu'il y a un nouveau mouvement qui est en train de souffler carrément sur toute l'Afrique, le Kenya, le Togo, le Cameroun. Que se passe-t-il? Je vous repose à vous la même question que celle que j'ai posée à monsieur Wafo. On a l'impression que la population africaine est en train de vomir ses dirigeants. Non, la population africaine est en train de prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs. C'est comme ça qu'il faut prendre cette chose. Et il faut savoir qu'en politique, il y a des cycles. Nous avons eu des cycles. Nous sommes arrivés au cycle de 90, là, où il y a eu le vent de l'Est, etc., etc. Nous arrivons à un autre cycle. Parce qu'en réalité, on avait pensé qu'on avait posé les bases d'une démocratie véritable. Mais tout de suite, on a vu comment est-ce que les chefs d'État ont commencé à faire sauter les verrous de limitation de mandat. Oui. Donc, certains ont eu la chance de passer, d'autres pas. Bon, maintenant, quand on passe, c'est parce qu'on a quelque chose à offrir. Mais quand on se rend compte, après des années, qu'il n'y a rien à offrir, on se pose la question de savoir que ce monsieur-là, c'est un mandat de plus pour faire quoi? Est-ce que ce n'est pas un mandat de trop? C'est la même question que ce qui se pose au Togo, où là-bas c'est plus grave parce que c'est le fils qui a succédé au père. Vous savez comment les gens prennent ces choses-là. Ça ne veut pas dire que les fils ne peuvent pas succéder au père. Mais quand c'est dans la joie, l'allégresse et dans le bonheur des populations, cela se comprend aisément. Donc c'est pour ça qu'il y a des royaumes qui fonctionnent. Il faut donc se dire que
Aujourd'hui, il est question que nos dirigeants en prennent conscience et qu'ils se disent, nous entrons dans un cycle. Et ce cycle risque d'être violent. Plus violent qu'avant parce que pendant ce temps, nous avons déversé des universitaires qui ont eu leur diplôme. On ne les compte plus. Ils ont été à l'école. Ils n'ont pas d'avenir. Vous comprenez? Et on leur dit, vous savez, on ne peut pas faire la décentralisation parce que les communes n'ont pas suffisamment de personnel qualifié pour le faire. 21 ans après, 22 ans après. Tout ça, vous croyez que quelqu'un qui a été à l'école ne réfléchit pas et se dit, mais ces gens-là, ils me prennent pour qui? Vous croyez qu'en 20 ans, on ne peut pas former les gens dans les communes? Vous pensez qu'en 20 ans, on ne peut pas sortir du personnel de l'administration pour les reverser dans les communes dans le cadre de la décentralisation et de la régionalisation? Donc, il y a une volonté manifeste de ne pas faire. D'où est né donc ces forces égoïstes de positionnement qui parfois même incitent les gens à aller dans la rue, qui parfois même incitent l'armée à descendre. Ce n'est pas le rôle de l'armée. Vous voyez? Donc, nous vivons une transition. Qu'on le veuille ou non, mieux on le comprendra, plus on ira en avant. Mais tant qu'on continue à s'arc-bouter sur le fait que le président de la République doit se représenter parce que moi je vais manger, n'est-ce pas? Ça ne marchera plus. Parce qu'il y a ces jeunes-là qui ont leur avenir devant eux et qui doivent pouvoir prendre le relais. Donc, moi je dis, si nous comprenons bien la chose, nous nous asseyons autour d'une table, nous mettons l'histoire de notre pays. On introduit les Douala Mangabel dans l'école et tout ça là, le Cameroun va repartir. Étant entendu que le Cameroun, tout le monde le sait, n'est-ce pas, est l'Afrique en miniature, immensément riche, un potentiel humain énorme, à l'intérieur comme dans la diaspora. D'accord. La dernière actualité, c'est celle du Kenya où Raila Odinga, qui avait déjà annoncé son retrait de l'élection du 26 octobre, a répété cette semaine qu'il n'y aura pas d'élection la semaine prochaine, en priant toutefois ses partisans de ne pas verser dans la violence. Alors on est dans un autre pays, Edmond, un pays dans lequel on a quand même un membre du parti de l'opposition qui est d'accord pour qu'on soit contre les idées et finalement d'Ouro Kenyatta, à condition toutefois de rester dans des revendications saines. Est-ce que ce n'est pas un exemple à tirer pour, si on veut l'appliquer bien sûr au cas du Cameroun et à tous les autres pays d'Afrique qui sont dans un mouvement de revendication? Bien sûr que cela peut être interprété comme un exemple. Mais comparaison n'étant pas raison, restons dans le cas du Kenya pour dire que la Cour suprême a joué un rôle fondamental là-bas en annulant les élections à cause de nombreuses illégalités, de nombreuses irrégularités et en amenant la commission électorale à prendre conscience du vrai rôle qui lui est dévolu dans la transmission des résultats, parce que tout est parti de là. Et notamment au niveau des fichiers, il y a eu du piratage au niveau des fichiers électoraux. Et tout ça n'était pas de nature à conduire à un bon processus électoral. Aujourd'hui, on a même un membre de la commission électorale qui a démissionné parce qu'il estimait que les autres ne comprenaient pas la nécessité de faire bouger les choses par rapport à la décision qui avait été prise par la Cour suprême. Aujourd'hui, Raila Odinga dit qu'il n'est pas candidat et que rien ne pourrait se passer comme on le pense. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est dans son rôle, hein, c'est un leader de l'opposition, notamment de la coalition de l'opposition, il est dans son rôle. Il faut seulement espérer qu'il n'y aura pas de nouveau un cycle de violence au Kenya, parce que ce qu'on redoute le plus, c'est le cycle de violence qui conduit à de nombreux morts, comme on en a connu il y a une dizaine d'années là-bas au Kenya. Aujourd'hui, il est probablement déjà remplacé par un autre candidat de l'opposition, celui qui vient juste après lui, par rapport à cette élection présidentielle. Est-ce que tout va se passer comme il se doit, de manière à ce qu'on ait des élections transparentes qui soient acceptées par tous? C'est une des questions que je me pose. Est-ce que la commission électorale a déjà fait sa mue? Parce qu'aujourd'hui, le grand défi, c'est dans le comportement des acteurs au niveau de la commission électorale. Pourquoi on assiste à des élections démocratiques et transparentes là-bas au Kenya? Et qu'in fine, parce que c'est la Cour suprême encore qui devra intervenir à la fin, est-ce que dans son intervention à la fin, elle va dire les résultats proclamés que... probablement, parce que tel que les choses sont parties, le président sortant est sur le point de remporter le scrutin si Raila Odinga n'est pas candidat. Ça, il faut le dire. Une occasion peut-être manquée pour Raila Odinga. Je vous relance Jean-Robert Wafo. Uhuru Kenyatta a refusé de connaître encore les violences dans son pays. Il a déclaré qu'il n'y aura pas de violence. D'ailleurs, il est lui également, en même temps que Raila Odinga, en train d'inciter ses partisans
à ne pas verser dans ce genre d'action. Est-ce que vous pensez, je vous la repose, la question que j'ai posée finalement à Edmond, mais à laquelle il n'a pas voulu répondre, est-ce que vous pensez que ce n'est pas une attitude, vous en tant que parti politique de l'opposition aujourd'hui, qu'il faudra adopter, c'est-à-dire éviter de faire du forcing pour éviter de débouler sur des violences? Non mais écoutez, on ne peut pas prendre la position de Raila Odinga comme un aveu d'impuissance. C'est pas un aveu d'impuissance, c'est un retrait tactique et stratégique. Il sait qu'il y aura violence. Bon, maintenant, en déclarant son retrait tout en appelant ses partisans à être calmes, il rejette la responsabilité de cette violence qui sera inévitable à Raila Odinga. Ça, c'est cette lecture que moi je fais. Il le sait, il sait qu'il y aura violence. Ses partisans ne vont pas rester comme ça. Mais il les appelle à la retenue. Il leur dit, ne descendez pas dans la rue, ne soyez pas violents. Il n'est pas le directeur. C'est vrai qu'il est le leader de son parti, mais il n'est pas le directeur de conscience de tous les militants pris individuellement. Il sait que c'est un retrait tactique et stratégique. Mais comme on a des dirigeants africains qui sont frappés par l'ivresse du pouvoir, est-ce qu'ils vont faire cette lecture-là? De toutes les façons, Uhuru Kenyatta est face à ses responsabilités. D'accord. Je pense malheureusement pas qu'on va pouvoir donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer, mais peut-être que vous pourrez dire quelque chose également. Non, vous aurez tous les deux chacun la possibilité de dire quelque chose. On commence par vous, M. Atangana. Soyez le plus bref possible parce qu'on est en train de s'acheminer vers la fin de l'émission. Non, il faut seulement prier qu'il n'y ait pas de violence. Le 26 octobre prochain, date de la prochaine présidentielle qui a été annulée, et souhaiter que les pays africains se dotent d'institutions fortes en matière de gestion des élections. Merci. Monsieur Sambala, un dernier mot pour la fin. Comme le Cameroun, je dois dire que moi, de cette habitude-là, quand il y a un problème, on essaie de chercher la racine du mal. Quand on a trouvé la racine du mal, on s'assied autour d'une table, on trouve les règles du jeu, on avance parce que l'Afrique est en train de se cheminer vers, n'est-ce pas, une copie de la colonisation. Or, nous sommes entre nous, il ne s'agit pas de colonisation, il s'agit de s'asseoir, de définir les règles du jeu, de les respecter, et je pense qu'on va s'éloigner de tous ces conflits qu'on trouve en Afrique. Les institutions fortes, pas des institutions où l'administrateur a la possibilité de faire des interprétations comme il veut. Quand on va arriver à tout cela, et les Camerounais sont intelligents, quand on va arriver à tous ces points-là, vous allez voir que tout va rouler. Le Cameroun retrouvera sa place au niveau de l'Afrique, le Cameroun sera le dorsal de l'Afrique, et le Cameroun va propulser cette Afrique que tout le monde attend. Merci messieurs d'avoir répondu présent à notre invitation pour droit de réponse de ce dimanche. C'est avec vous d'ailleurs qu'on va mettre un terme à cette autre édition en se donnant rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, s'il plaît à Dieu.